Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars 2017. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous annoncer officiellement mon départ de CMC Markets à la fin de la semaine. Je m'envole vers d'autres aventures. Un membre de notre équipe prendra le relais pour mes émissions, pour les annonces, pour les analyses. Donc voilà, je souhaitais vous remercier tous pour votre assiduité, vos questions, nos interactions. J'ai même rencontré nombreux d'entre vous. Je souhaitais donc vous saluer. On est aujourd'hui jeudi, je ferai encore mon émission cet après-midi, je ferai mes émissions également demain. Je suis à votre disposition pour un maximum de questions. Quant à ma nouvelle destination, eh bien ça on verra plus tard. D'abord, on pensera plutôt vacances et soleil, pour être très franc avec vous. Allez, sur ce, on embraye. C'est parti pour la matinale. Le titre du jour est haut de canal sur le DAX. En effet, l'indice allemand monte en dents de scie, il monte en crabe, c'est-à-dire qu'il monte de 3 cases, il en redescend 2 et ainsi de suite depuis à peu près 2 mois. Donc on va voir ensemble que le DAX est clairement haussier à moyen terme, il est aussi haussier à court terme. Néanmoins, il a l'habitude d'évoluer dans un canal. À chaque fois qu'il touche la borne haute de ce canal, il a tendance à refluer et la borne haute de ce canal est relativement proche. Donc nous allons faire un focus là-dessus. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX revient au contact de son haut de canal à 12 250 points, dont je vous parlais en introduction. Le S&P 500 hésite sur le seuil clé des 2360 points. On a cassé ce support la semaine dernière. On est revenu la travailler cette semaine. Les opérateurs se cherchent. On est vraiment sur le fil du rasoir entre une reprise haussière et une reprise baissière. On a des statistiques économiques ce jour, un peu plus en tous les cas que les séances précédentes. Donc voilà, j'espère bien que le S&P va nous donner la réponse. S'il part à la hausse vers de nouveaux records, eh bien le DAX pourrait tout à fait tenter de sortir par le haut de son canal et d'accélérer lui aussi vers ses plus hauts historiques datant de 2015. Si au contraire le S&P 500 échoue sous les 2360 points et repart à la baisse, c'est qu'une nouvelle session baissière pourrait avoir lieu. Parallèlement à ça, notons que le MSCI China a réalisé son meilleur début d'année depuis 2006 avec une performance de 14%. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine était au centre des attentions, notamment en 2015. En 2016, eh bien, on en parlait un petit peu moins. On notera que les turbulences sur la monnaie chinoise se sont calmées et on notera également donc que l'indice chinois se reprend. Donc pour l'instant, pas de voyant au rouge de ce côté-là. Le pétrole a profité de stocks inférieurs aux attentes hier pour casser les 48 $, la résistance de court terme que nous avions identifiée. Il est remonté sur les 49 $, c'est-à-dire les plus hauts des dernières séances. On peut le considérer non plus comme baissier sur les 3 dernières semaines, mais comme neutre. Il est donc neutre entre la zone des 46,50 approchée ces dernières séances et les 50 $, 50,50 $. C'est la zone, une ancienne zone support de début d'année qui est donc désormais résistance. Et donc voilà, entre 46 et 50, je le considère comme neutre. Au-dessus des 50, on pourrait viser les plus hauts annuels. Sous les 46, au contraire, on viserait plutôt les 43, voire les 40 $. Le dollar index se reprend, c'est ce qui a pesé sur l'euro, la livre ces dernières séances.
Malgré tout, il fait face aux 100 points sur le dollar index, donc c'est un seuil psychologique clé. On a rebondi pendant 3 séances, on se trouve sous cette résistance qui tout double donc sur ce seuil un petit peu comme pour le S&P 500 sur les 2360 points. Enfin, on notera que le blé tient très bien les 410 cents et attaque les 415 et pourrait tenter un retournement haussier. Quant au riz, même chose, il est soutenu ces 3 dernières semaines, il fait face à sa résistance des 9,7 cents et s'il la cassait, un décalage haussier pourrait intervenir. Côté actualité macroéconomique, Eric Rosenberg, président de la Réserve fédérale de Boston, a déclaré selon moi une augmentation des taux à chaque réunion du FOMC au cours de cette année pourrait et devrait être la décision par défaut du comité. Ce sont ce genre de propos qui réveillent l'appétit pour le risque sur le dollar. Néanmoins, je trouve ici que M. Rosenberg va un peu loin, parce qu'en début d'année, certains membres disaient 3 hausses de taux, certains se risquaient à dire OK, 4 hausses de taux. Maintenant, ces mêmes membres reviennent en arrière et disent bon, on va peut-être en faire plutôt 3, voire 2. Et lui, il arrive, Rosenberg, et il dit non, mais moi, une hausse de taux toutes les 6-7 semaines, ça me paraît pas mal. Donc, je trouve que c'est du grand n'importe quoi, car on parle quand même d'un responsable de la Fed, quoi. Donc de la politique monétaire américaine. Et quand vous avez un jour un membre de la Fed qui dit 2 hausses de taux et puis le lendemain un membre de la Fed qui dit 5 hausses de taux, comment voulez-vous que les opérateurs s'y retrouvent? Voilà. Le processus de sortie de l'UE a débuté hier à 14h30 lorsque l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'UE, donc Sir Tim Barrow, a remis la lettre à Donald Tusk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, le Brexit est enclenché. Vous aurez noté d'ailleurs que ça n'a eu absolument aucun effet ni sur la livre ni sur les indices, l'ensemble des conséquences du Brexit ayant été, selon moi, en grande partie digérées. Enfin, on notera qu'aux États-Unis, les députés républicains continueraient de travailler sur une nouvelle réforme de la santé qui pourrait être présentée la semaine prochaine. Donald Trump n'a donc peut-être pas dit son dernier mot sur ce sujet. Côté entreprise, Vivendi envisage de nommer son président du directoire Arnaud de Puyfontaine à la présidence de Telecom Italia, a-t-on appris de sources proches du dossier. Veolia a été relevé par Exane et prend la tête du CAC 40, plus 1,70. Elle a été relevée de neutre à surperformance. Solvay a annoncé jeudi la vente de son activité de composés de polyolefins qui a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros. Enfin, Volkswagen a obtenu de l'Agence américaine de protection de l'environnement l'autorisation de vendre 60 000 véhicules diesel du millésime 2015, notamment environ 12 000 qui se trouvent dans les stocks des concessionnaires et dont les dispositifs d'émissions polluantes ont été modifiés. Dans le palmarès, les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous voyez que la plus forte baisse, c'est Sanofi avec moins 0,5%. Donc on est tout de même dans un marché très calme. Pas de forte baisse, mais pas de forte hausse non plus, à part Veolia qui gagne 1,7. La deuxième plus forte hausse, c'est Carrefour 0,75. Donc là, on a des marchés qui sont gelés à court terme, attentistes, sans volatilité, sans volume. Et à mon avis, on pourrait décaler assez violemment aujourd'hui et demain, avec notamment pléthore de statistiques. Donc voilà, soyons sur le qui-vive. On a un S&P à la croisée des chemins, un dollar à la croisée des chemins, et tout peut arriver. Côté statistique, on notera les chiffres d'inflation en Espagne ce matin qui sont ressortis inférieurs aux attentes à 2,3 contre des attentes à 2,6. Et selon moi, l'inflation en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en France, etc., elle est remontée très fortement ces derniers mois, mais elle devrait baisser dans les semaines, les mois à venir, puisque l'effet du pétrole, l'effet de base de la hausse du pétrole sur un an a atteint son paroxysme en mars. Ce jour, on notera à 11h la confiance des consommateurs. À 14h, l'indice des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation en Allemagne. À 14h30, les prix des produits industriels et matières premières au Canada. 14h30 toujours, les demandes d'allocation chômage et surtout le PIB définitif aux USA. Et à 14h30, à 16h30, on aura, comme tous les jeudis, les stocks de gaz naturel. Donc voilà, j'espère qu'avec ces chiffres d'inflation en zone euro et le PIB américain, on va avoir un petit peu d'action.
Enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Ici, j'ai choisi un biseau descendant noté 3 sur 5. Il est noté 3 sur 5 parce qu'il n'est pas particulièrement propre et parce que la borne haute et la borne basse du biseau n'ont que 2 impacts. Si j'ai choisi cette figure, c'était pour vous montrer que on a ici l'esprit de la figure, c'est-à-dire un cadrage d'une tendance baissière. Pour moi, on peut apparenter ce biseau à une sorte de canal baissier, tout simplement, qui permet de cadrer la tendance et également d'identifier un éventuel changement de rythme si on venait à en sortir par le haut. Voilà. On va passer maintenant à la partie graphique. J'ai Hugues qui me dit comment vous suivre après votre départ. Jean-Jacques qui me dit on aimerait continuer à te suivre. C'est très simple pour ce faire. Vous pouvez tout simplement vous abonner à mon compte Twitter ou tout simplement aller lire mon compte Twitter. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Twitter pour venir sur mon compte Twitter. Vous allez simplement à cette adresse que je vous envoie. Voilà. Voilà, ça c'est mon compte Twitter et c'est sur lequel vous retrouvez les informations que je vous publie au quotidien en plus du compte de CMC Markets. Donc voilà, on commence cette deuxième partie graphique. Suite à vos demandes d'hier, je fais en sorte de bien vous mettre le graphique en plein écran. Donc, comme je vous le disais, le DAX est haussier à moyen terme. Le DAX est haussier à court terme. Il est cadré depuis 2 mois dans un canal haussier. Ce que je trouve intéressant avec ce canal haussier, c'est qu'il cadre parfaitement les cours et j'ai noté également quelque chose de bien particulier sur le DAX. Regardez ici, le DAX fin janvier fait un nouveau plus haut annuel, il monte le lendemain, puis ensuite il consolide. Ici fin février, il refait un nouveau plus haut annuel, il monte le lendemain, puis il consolide. Ici de nouveau un plus haut annuel, le lendemain il stabilise, puis il consolide. Ici un nouveau plus haut annuel, le lendemain il stabilise, puis ici il consolide. On a fait un nouveau plus haut annuel hier, aujourd'hui on tient. Ne va-t-on pas, comme les 4 dernières fois, assister à un échec sous le haut de canal et à une consolidation? C'est la question que je me pose. En tous les cas, ce scénario a tout son sens. Maintenant, si comme je vous l'ai dit, le S&P 500 devait reprendre les 2360 et accélérer fortement à la hausse, nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel test, voire d'une tentative de dépassement de ce canal haussier par le haut. Donc c'est pas parce qu'on est sur la borne haute d'un canal haussier en tendance haussière que les cours vont forcément chuter. Je vous rappelle que l'analyse technique permet de cadrer une tendance et que généralement l'utilisation d'un canal haussier, c'est de se présenter à l'achat sur la borne basse du canal pour jouer la hausse. Celui qui vend la borne haute d'un canal haussier est un trader agressif qui doit avoir conscience qu'il trade à contre-tendance. Voilà pour mon explication sur le DAX. Pour le CAC 40, c'est à peu près la même chose, si vous voulez, dans le sens où j'ai une oblique qui passe ici par tous les plus hauts depuis à peu près 2 mois, un petit peu comme sur le DAX. D'ailleurs, je me demande si on n'est tout simplement pas en train de former une sorte de biseau ascendant. Et on a un peu la même chose sur le DAX. Or, que veut dire un biseau ascendant? Un biseau ascendant, alors pour les statistiques des figures chartistes, vous pouvez aller sur, vous pouvez lire Bulkowski. C'est un des pères de l'analyse graphique et spécialiste des figures chartistes. Bulkowski donc a établi le fait que lorsque le biseau ascendant est bien tracé, nous avons 75% de chance d'une sortie par le bas. En d'autres termes, il n'est pas inconcevable que le CAC tente de sortir ou de tester la borne haute de son biseau, voire tente d'en sortir par le haut, tout comme sur le DAX. En tous les cas, c'est un risque aussi à ne pas négliger puisque la tendance est haussière. Par contre, si on ne devait pas en sortir, il est clair qu'on pourrait revenir vers la borne basse, voire la casser. Et en cas de cassure de ce biseau ascendant, on pourrait avoir un retracement soit de 50% du biseau, et de revenir dans ces cas-là vers les 4935 points plus haut de janvier, plus haut de février et plus bas de début mars. Un pivot qui est très propre. Donc ça, ce serait une consolidation, revenir sur ce seuil-là avant d'éventuellement continuer de grimper. Si on casse les 4930, on peut retracer 100% du biseau et les 4750 points. Bon, je vais un peu vite en besogne.
On n'est pas encore sorti de ce biseau, simplement il permet de cadrer la hausse, tout comme un canal sur le DAX, et cela nous invite à la prudence puisqu'on se trouve plutôt sur le haut de la figure. Et pour ce qui est des indices américains, voici donc le S&P 500. Le S&P 500 est aussi à moyen terme, ça c'est certain. Maintenant, je pense que vous serez d'accord avec moi si ici on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. On se trouve pile poil sur la zone des 2360 points. Ancien support devenu résistance, qui est testé ces 3 dernières séances, mais qui n'a pas été dépassé. Donc si vous voulez, si le S&P 500 dépasse ce seuil en force et retourne très rapidement vers ses plus hauts annuels, il ne serait pas étonnant de voir le CAC et le DAX tenter de sortir par le haut de leur figure. Par contre, si le S&P doit échouer sous les 2360 points et perdurer dans sa consolidation, même horizontalement, voire un petit peu plus profondément, et là, le haut de canal sur le DAX et le haut du biseau sur le CAC prendraient tout leur sens. On pourrait alors assister à des retours sur les bornes basses de ces figures. Et puis ensuite, on verrait en fonction des US. Donc, mon avis n'a pas changé. Je vous ai fait une analyse factuelle de la situation, vous expliquant qu'on a des indices européens qui surperforment à court terme, des indices américains qui se cherchent et qui sont sous résistance, et on devrait, grâce aux statistiques de ce jour et au pire demain, décaler sur ces seuils de prix et avoir réponse à nos questions. Concernant les matières premières, on a toujours les cours du sucre qui sont en baisse dans un magnifique canal baissier. Voilà, donc vous voyez les cours du sucre qui font une ETE à moyen terme et qui entament leur consolidation. C'est pas pour me vanter, mais je vous rappelle quand même qu'on avait suivi toute la hausse des cours du sucre jusqu'aux 23 cents, puis qu'ensuite on avait tracé cette belle oblique de soutien qui matérialisait la tendance. Souvenez-vous, au mois de septembre-octobre 2016, je vous répétais qu'on était dans une zone de consolidation, de compression sous une résistance de long terme. On a cassé, fait le pullback, chuté. Il y a eu un rebond massif qui s'est organisé, mais vous voyez que les vendeurs ont bel et bien la main. Alors par contre, quand je vois ce que je suis en train de dessiner, j'ai l'impression qu'on assiste à une correction en 2 temps. C'est-à-dire que vous pouvez ici noter qu'on a baissé donc de 5729 points, de 24%. Et en fait, là, on a un mouvement baissier qu'on pourrait considérer comme un mouvement correctif en 3 temps. Vous voyez, là, vous avez une tendance haussière de fond. Et puis ici, vous avez une correction qui se met en place. Et donc, on pourrait avoir une correction en ABC. Donc, A, B et C. Et l'objectif du point C, c'est la hauteur entre le top et le point A. Donc, vous prenez cette baisse, 5729 points, et puis vous la mettez ici, et ça nous donne un objectif théorique dans la zone des 15,70. Voilà. Donc, on n'est non plus très loin d'un objectif théorique baissier. Voilà. Donc ceux qui sont en place, on est sur un nouveau plus bas annuel dans un canal baissier. Pour l'instant, vous êtes dans le bon sens. Après, si on approche de cette zone d'objectif et que ça réagit, là, il ne faudra pas s'étonner qu'un rebond s'organise. Concernant les cours du riz, donc je vous ai dit qu'il était dans les starting blocks, ça fait 3 semaines qu'il remonte, les acheteurs ne lâchent rien, on est sous les 9,70, on les a testés 5 fois en 8 jours. Autant dire que si ça passe, on pourrait connaître un beau décalage haussier dans le sens de la tendance de court terme. Tant qu'on est sous les 9,70, la neutralité prévaut. Mais je préviens parce que quand ça passe, ça peut aller très vite. Ensuite, le pétrole. Eh bien, le pétrole, il était baissier avec des plus bas de plus en plus bas. On avait dit qu'il devait casser et valider les 48 $ hier avec les stocks. Il l'a fait. Il est revenu à 49 $. Il est donc de nouveau neutre. Voilà. Et je pense qu'on peut le considérer neutre entre 46,50 et 50,50. On va vous refaire un petit peu le dessin de moyen terme. Donc, à moyen terme, sur les cours du pétrole, on a une oblique qui passe. Elle n'est pas propre, celle-là, vous voyez. Par contre, celle-ci l'est. Donc, on a quand même, sur les derniers mois, un rythme de progression qui s'est fait comme ceci, avec des envolées, des replis assez significatifs. Donc, voilà. On a un pétrole qui, à moyen terme, reste dans une tendance globalement haussière depuis 6-7 mois.
Sur les 3 dernières semaines, c'était baissier, puis ça s'est neutralisé. Et on attend maintenant la sortie d'une de ces bornes. Au-dessus des 50,50, on pourrait retrouver les plus hauts annuels à 54,60. Sous les 46,50, l'oblique haussière et les plus bas des dernières semaines, on pourrait revenir vers les 43, voire les 40 $. Tout dépendra des stocks de pétrole, du niveau de production des États-Unis, du niveau d'export des États-Unis, du nombre de puits de forage qui sont remis en fonctionnement aux États-Unis, de la guerre des parts de marché entre les producteurs des pays du Golfe et d'un éventuel accord de production pour le deuxième semestre. En gros, ça dépend d'énormément de facteurs. Voilà. Moi, j'attends une cassure d'un seuil clé. En attendant, c'est neutre. Bravo en tous les cas à ceux qui ont mis à profit ce double bottom et qui ont profité des stocks inférieurs aux attentes hier. Concernant l'or, c'est neutre. C'est neutre sous résistance et on attend un décalage. Donc on attend soit que les marchés décalent à la baisse et que les opérateurs se présentent sur l'or pour son statut refuge, soit on attend que le dollar échoue sous les 100 sur le dollar index, ce qui pourrait booster les cours de l'or. Donc ça, c'est la zone de résistance, ce sont les plus hauts annuels. Au-dessus de ça, on peut avoir une accélération. Pour l'instant, c'est neutre c'est haussier sous résistance. Donc quand c'est haussier sous résistance, on attend simplement de voir si ça passe ou non. Ensuite, le gaz naturel, tendance haussière de court terme. Alors ça, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez une oblique de tendance qui passe par les plus bas. Tant qu'on est au-dessus de l'oblique, c'est haussier. Si on la casse, c'est baissier. Alors, je sais que ça paraît simple quand je vous dis ça, mais ça a quand même fonctionné à pas mal de reprises sur les cours du gaz. Vous avez ici une petite tendance haussière qui s'était mise en place. Attendez, j'ai mon canal qui se trace pas très bien. Hop. Alors, ouais. Vous aviez ici, non, ça le fait pas. Parce que en fait, ça c'est pas un canal haussier, c'est une figure d'élargissement ici. On avait une figure d'élargissement, on en est sorti par le bas. Ici, vous aviez un joli petit canal haussier qui s'était mis en place. Hop, comme ceci. Là, on a un canal haussier très rapide qui s'était mis en place. Ici, on avait un petit canal baissier qui s'était mis en place. Ici, un canal haussier. Donc, vous voyez que ce soit des figures d'élargissement ou des petits canaux, on a quand même des mouvements qui sont toujours, enfin pas toujours, mais assez souvent dans des tendances en ligne. Une tendance en ligne, c'est une tendance qui peut être matérialisée par un canal. Et une tendance en ligne, ça va tout droit, c'est très puissant. Voilà, mais il y a deux solutions pour sortir d'un canal haussier en tendance en ligne. Soit on fait un excès au-dessus du canal, puis on le casse par le bas, soit on le casse directement par le bas. C'est le concept de la tendance en ligne. Ensuite, le blé, comme je vous disais, il s'accroche, tout comme le riz. Il tient bien, mais il n'a pas encore transformé l'essai. Rappelez-vous, hein, le blé, c'est un petit biseau descendant posé sur un support des 410 cents, travaillé à de nombreuses reprises, notamment en octobre-novembre 2016. Il a été posé sur support, il a réagi à plusieurs reprises. Maintenant, il doit décaler, soit au-dessus des 415,16, soit sous les 410. Je penche plutôt pour le scénario haussier, mais attendons validation de ce dernier. Enfin, l'ADUD NZD donc reprend sa course haussière. Après un test des 1,08, on est sur un troisième chandelier haussier. Donc les acheteurs ont clairement repris la main sur cette paire qui est dans une belle tendance haussière de fond. Concernant la livre et l'euro, on se replie encore aujourd'hui. Et la raison en est simple, c'est que le dollar s'est repris. C'est bien repris d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'hier, je vous indiquais que si ça se trouve, on avait fait un point haut sur l'euro. En fait, j'avais considéré les 1,08 et leur cassure en disant tant qu'on est au-dessus des 1,08, c'est haussier. Mais en y regardant de plus près, dès le lendemain, j'ai constaté qu'on revenait vers les 1,08, qu'en fait, on pouvait considérer les 1,0850, 1,09, qu'on avait quand même des mèches qui avaient travaillé ces zones de cours en octobre dernier, en décembre dernier. Donc vous voyez, très rapidement, je me suis dit, et si c'est cette zone-là qui bloquait? Et si le gap de lundi n'était pas un excès? Et on voit bien depuis qu'on est repassé sous les 1,08 et que les vendeurs reprennent la main. C'est tout simplement, et c'est la même chose sur la livre.
La livre qui était dans un processus de rebond pendant ces 2 dernières semaines et qui là repart à la baisse. Alors tout le monde dit que c'est à cause du Brexit, alors que c'est absolument ridicule de dire ça. Si la livre baisse depuis 3 jours, c'est parce que le dollar se reprend. Ce n'est absolument pas à cause du Brexit qui, comme je vous le disais, a été tout à fait digéré. Et de la même manière que le dollar index... Non, de la même manière que le S&P 500 se trouve sur un point clé à 2360 points, le dollar index se trouve sur une zone clé sur les 100 points. J'en vous en ai parlé hier. Hier, on a reflué un petit peu dessous en fin de séance et là, on les attaque. Si le dollar casse les 100 points et se réinstalle clairement au-dessus, ça veut dire que l'euro, la livre, l'AUD, toutes ces paires-là pourraient être de nouveau sous pression. Le dollar pourrait revenir sur le devant de la scène. Si au contraire, le dollar échoue lamentablement sur les 100 points d'ici la fin de la semaine et repart à la baisse, eh bien, ça veut dire que l'euro, la livre, l'AUD auraient de nouveau un potentiel haussier intéressant et que le dollar reste sous pression. Donc, on devrait être rapidement fixé à ces sujets. Alors, j'ai plusieurs questions. Robert nous dit comment interpréter les demandes d'allocation chômage par rapport au précédent. En fait, pour les demandes d'allocation chômage, il n'y a pas forcément besoin de regarder le chiffre précédent. Si vous regardez le chiffre précédent, c'est pour voir si le chiffre qu'on attend cette semaine est plus ou moins en ligne avec celui d'avant. Ce qui est intéressant de regarder sur le chiffre précédent, c'est s'il est révisé à la hausse ou à la baisse. Et ensuite, c'est surtout le chiffre en lui-même qui est attendu, qui est d'importance. Si le chiffre est meilleur qu'attendu, c'est bon pour le dollar et les indices. Et inversement, si le chiffre est inférieur aux attentes. Mais je peux déjà vous le dire, les demandes d'allocation chômage ne sont qu'une statistique de second ordre. Aujourd'hui, pour moi, ce sera plutôt l'indice des prix à la consommation en Allemagne, qui nous donnera un peu le tempo de l'inflation en Europe, puis à 14h30, le PIB des États-Unis. Ensuite, Damien nous dit chiffre d'inflation inférieur aux attentes en région de la Saxe. Bah, c'est pas étonnant, c'était la même chose aussi sur l'Espagne. Jean-Jacques, j'entends votre commentaire. Après, moi, je ne fais pas de politique, mais je ne suis pas contre ce que vous disiez. Ça tient le sens. Pascal me parle de valeur. Manu, en tout cas, j'ai fait 110% depuis novembre grâce à vous. Bah écoutez, merci. C'est grâce à vous, Manu, que vous l'avez fait. C'est pas grâce à moi. Damien, exact pour l'Espagne. Ok, parfait. Pascal, vous le savez, les valeurs dont vous parlez ne sont pas sur des CFD sécurisés, donc je ne peux pas les analyser. Je pense que j'ai CGG, mais je ne pense pas que j'ai... Alors, compagnie... Non, je n'ai ni CGG ni Valorec pour l'instant dans les CFD sécurisés. Comme je vous l'ai expliqué, on est en train d'en ajouter un maximum dans la plateforme pour que vous puissiez de nouveau les traiter, mais surtout que je puisse également vous en parler. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie à tous de votre assiduité, de votre présence. J'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Faites bien attention aux statistiques à 14h30. À 14h même avec les chiffres d'inflation de l'Allemagne, ça devrait bouger. Allez, bon appétit à tous, bonne fin de matinée et à tout à l'heure, ou bien à demain, 10h tapante pour la matinale.